points, en fait, ont un point commun, c'est la relation de l'homme à l'animal. Sur fond, on le sait, de combat de L214 contre la maltraitance animale dans certains abattoirs, sur le fait aussi qu'il y a une forme d'appréhension particulière du problème de la traçabilité. Et donc tous ces sujets montrent que l'opinion publique aujourd'hui, elle est de plus en plus préoccupée par la question du bien-être animal. D'ailleurs, le score du parti animaliste en est quelque part le reflet. Et par rapport à ça, je crois qu'on ne peut pas avoir uniquement, on va dire, les écologistes qui mettent sur la table une vision de ce que doit être la relation de l'animal dans la société. D'abord parce qu'elle ne me convient pas, elle est assez caricaturale, elle est parfois d'ailleurs diverse, mais on va dire que les plus radicaux sont, je dirais, pour l'interdiction de certaines filières. On ne peut pas non plus se suffire de ce qui a été fait par le gouvernement, qui, on va bien essayer, je dirais, d'occuper ce créneau avec un texte de loi sur la maltraitance animale, qui se borne en réalité à s'attaquer aux animaleries ou qui a pris quelques exemples symboliques. Je pense aux circassiens, je pense au delphinarium. Je dis symbolique parce qu'en réalité, comme d'habitude, c'est 1% de l'iceberg. 99% du problème ou du sujet, ce sont plutôt les animaux de compagnie, c'est plutôt les animaux d'élevage. Et pour avoir rencontré à l'époque les circassiens, ça leur est tombé sur la tête avec le sentiment d'être quelque part un peu les boucs émissaires d'une politique. Alors, par rapport à ça, donc je dépose aujourd'hui une proposition de loi qui crée un code du bien-être animal et qui, j'espère, je vais arriver à vous convaincre, constitue une rupture, une avancée inédite dans le paysage politique français, parce qu'on reprend le cadre législatif existant, mais on établit aussi de nouvelles règles qui visent à concilier à la fois, je dirais, certaines activités économiques et l'enjeu de la protection des animaux. Et ce travail parlementaire a été mené conjointement avec Patrick Pajat, qui est créateur de la chaire d'éthologie et du bien-être animal, avec l'école d'ingénieurs Purpan, et qui dirige un institut dans ma circonscription qui s'appelle l'IRCA, qui est à la pointe de la recherche sur la manière dont on peut circonvenir certains parasites, ou la manière de, par exemple, les mouches des olives, etc. Et ils essayent de travailler justement sur les phéromones et l'interaction homme-animal de manière générale. Alors, quels sont les quelques points saillants de ce texte qui est assez long, mais que je vais vous résumer en 6 points. Premier point, on abolit la propriété. C'est-à-dire que nul ne peut être propriétaire d'un animal. Je crois que c'est important parce qu'on a fait finalement un statut sui generis aujourd'hui pour l'animal, c'est-à-dire qu'il est désormais soumis au régime des biens, mais il n'est pas un bien. Ah, c'est, je dirais, la réforme de 1995. Sauf qu'on voit bien que ce statut, il est un peu bâtard, il est un peu hybride, parce qu'il ne correspond pas à l'esprit d'une époque qui considère que l'animal n'est pas une chaise et donc il devrait être traité avec beaucoup d'égards. Mais en même temps, si je puis m'expliquer, si je puis me permettre, on ne peut pas non plus aller, comme le font les antispécistes, jusqu'à dire que l'animal est un homme comme les autres. Ça, ce serait une rupture anthropologique majeure. Et deuxièmement, non, je crois qu'à un moment donné, il faut avoir une hiérarchie des espèces et une hiérarchie des priorités. Donc, qu'est-ce que je propose? Eh bien, de créer un code qui ne soit ni pour les humains, ni pour les choses, et que la conséquence de tout cela, c'est qu'un homme, un humain ne puisse pas posséder, être propriétaire d'un animal, puisque c'est une espèce vivante, mais qu'il en ait l'usufruit. Ce qui, philosophiquement et juridiquement, change la relation. Si vous avez la pleine propriété d'une maison, vous pouvez la démolir, vous pouvez l'agrandir, vous pouvez la raser. C'est à vous. Personne ne viendra vous dire « Mais qu'est-ce que vous faites à votre maison ?» Vous direz « Je suis chez moi, monsieur. » L'usufruit, en revanche, vous en avez la jouissance totale, mais on vous dit « Attention, vous n'avez pas le droit de raser la maison. Elle ne vous appartient pas. » Donc je pense, si vous voulez, que le terme d'usufruit d'un animal est beaucoup plus près
de ce que l'esprit de notre époque et je dirais l'opinion publique attend de la relation. Au plan pratique, on va voir que ça introduit un certain nombre de règles, mais ça ne change pas, c'est-à-dire que ça n'abolit pas l'élevage. Demain, on décrète que l'éleveur est usufruitier de son troupeau, il en a bien l'usufruit. Il ne perd pas demain ses brebis. Mais aussi parce que donc ça fait cette distinction homme-animal. Alors, j'en profite d'ailleurs pour vous dire que dans la définition que je donne d'un animal, je la précise en disant que l'animal est défini par une dualité sensorialité-émotion. On dit aujourd'hui que c'est un être, je dirais, sensible, doué de sensibilité. Je rajoute la sensorialité et l'émotion. La sensorialité, c'est la capacité à percevoir son extérieur. L'émotion, vous le savez, c'est la capacité à exprimer la joie, la tristesse, la colère, le dégoût, choses qu'on peut retrouver chez un animal. Je n'ai pas parlé de sentiments, mais j'ai parlé d'émotions. Et également, pour le distinguer des plantes, parce qu'on pourrait se poser la question, mais finalement, pourquoi ne pas étendre cette protection à tous les êtres vivants? L'animal, comme je l'explique, se caractérise par rapport aux êtres vivants, par rapport aux autres êtres vivants, par la capacité d'interaction active. La différence entre un animal et un végétal, c'est que vous pouvez interagir activement avec lui. Deuxième avancée de cette loi, c'est évidemment un truisme, mais quand vous créez un code unique, vous simplifiez la vie de tous ceux qui aujourd'hui ont un animal ou sont en relation avec les animaux. Parce qu'aujourd'hui, si vous faites le calcul, vous verrez qu'il y a avec le temps, des centaines de dispositions dispersées dans différents codes. Et donc, si on veut bien le protéger, il faut vérifier que tout ça s'organise et s'harmonise parfaitement, tout ça est clair. Et donc, non seulement on reprend, je dirais, dans le code, mais vous allez voir qu'on rajoute des choses nouvelles. Donc le deuxième apport, c'est évidemment la lisibilité avec un support unique de protection animale. Demain, les associations pourront se référer à un seul code. Troisièmement, la clarification des devoirs de l'homme envers le règne animal. Aujourd'hui, nous réfléchissons par rapport à des filières ou par rapport à des activités économiques. Donc vous allez avoir, par exemple, je donne un exemple, les animaux de cirque. On va dire, alors, si vous avez un animal de cirque, quelles sont les règles qui s'appliquent? Je crois qu'il faut simplifier et rendre plus lisible, et donc je propose une nouvelle typologie. Il y a en fait 300 d'animaux, parce que quand on parle d'animaux, on met sur le même plan la brebis, le loup et le Yorkshire. Or, on sait bien que la relation n'est pas du tout la même. Première catégorie, l'animal particulier. Ce que j'appelle l'animal particulier, ce sont des animaux qui sont proches de la catégorie actuelle des animaux de compagnie, c'est-à-dire qu'ils ont une relation affective avec un être humain. Et donc pour cette catégorie, la règle, c'est que si vous en avez l'usufruit, vous devez l'entretenir à proportion de vos ressources et des besoins de l'animal. Nouvelle règle qui fait que donc si vous décidez d'avoir un animal particulier, vous ne pouvez pas comme ça, je dirais, le priver de ressources. On verra ensuite, si ça vous intéresse, si vous avez des questions sur les différentes règles assimilables à chaque catégorie. Deuxième catégorie d'animaux, l'animal d'espèce associée. L'animal d'espèce associée, c'est l'animal qui concourt à une activité économique. Alors, ici, il est précisé qu'en matière d'usufruit, votre engagement, c'est de respecter les 5 principes énoncés par le Farm Animal Welfare Council en 1992, qui est repris dans la définition du bien-être animal de l'Organisation mondiale de la santé animale, l'OIE. C'est-à-dire que vous devez vous assurer que cet animal d'élevage ne souffre pas de la faim ou de la soif, ne souffre pas d'inconfort, ne souffre pas de douleur, de blessures, de maladies, et qui puisse exprimer des comportements naturels propres à son espèce et qui n'éprouve pas de peur ou de détresse. Concrètement, ça veut dire quoi? Prenons un cas concret, le foie gras. Est-ce que ce texte interdit le foie gras? Non. Ce texte, en revanche, questionne certains modes de production du foie gras. Plus particulièrement, le mode industriel, c'est-à-dire le gavage par pression des oies, qui, effectivement, je dirais, produisent une forme de nuisance. Pour les canards qui ne supportent pas, vous le savez, la promiscuité, qui ont besoin d'espace, quand on les maintient, parce que le canard défèque beaucoup, donc on les met dans les étalages industriels sur
des espèces de grilles pour que ça puisse passer, et donc ils sont serrés les uns contre les autres en situation d'inconfort. Là, je dirais, cette manière de fabriquer du foie gras, il s'agirait effectivement d'aller vers son interdiction. Par contre, on entend beaucoup de choses stupides sur le foie gras. Quand on dit... d'abord, il faut savoir que le gavage est un phénomène, enfin le fait de fabriquer du foie gras est un phénomène réversible. Les oies, comme les canards, sont des oiseaux migrateurs, ce qui leur permet effectivement de stocker parce qu'ils ont de longues distances à faire. Et ce sont des oiseaux qui, naturellement, se suralimentent. Naturellement, ils créent du foie gras. Donc, même si on interdisait le gavage, on pourrait avoir du foie gras. Maintenant, le gavage fait à la main de manière artisanale, il n'a pas du tout, je dirais, le même impact sur le bien-être animal que celui qui est fait de manière industrielle. Donc, voilà une autre manière que la manière un peu brutale de dire tous les foie gras sont interdits, parce que c'est un peu comme si j'interdisais toutes les voitures au motif qu'il y avait des chauffards. Et puis, troisième catégorie, le reste du règne animal, ce que j'appelle l'animal de nature. Donc ça veut dire quoi ? À partir de cette typologie, vous avez des certificats de capacité de formation qui seraient différents pour pouvoir détenir en captivité tel ou tel animal. Et donc ça permet de préciser les responsabilités. Vous avez un animal de nature, vous essayez de capturer un animal de nature, ou dans un cirque par exemple, vous allez devoir effectivement, enfin quoique le cirque serait plutôt un animal d'espèce associée, mais imaginons que vous ayez un animal exotique, que sais-je, eh bien vous allez avoir des capacités particulières. Quatrième point de ce texte de loi, revoir les conditions d'abattage. C'est je dirais, un des grands impensés de la pensée écologiste. Dès qu'il faut hurler sur le gavage des oies, la maltraitance des oies, on est là. En revanche, l'abattage rituel, on n'en parle jamais. Bon. Comme s'il n'y avait pas de souffrance. Et en même temps, on sait que vous avez une forme d'instrumentalisation du sujet de l'abattage rituel avec des minorités qui essayent plutôt d'aller vers son interdiction pour aller vers un blocage des cultes, notamment du culte juif et du culte musulman. Ce qui, en termes d'équilibre, je dirais, de liberté de conscience, pose un vrai sujet. Donc comment est-ce qu'on harmonise tout ça ? Comment est-ce qu'on équilibre tout ça ? Ce que je propose ici, c'est de s'appuyer sur une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de mettre que pour tous les abattages, y compris les abattages rituels, il soit prévu de procéder préalablement à l'acte de mise à mort de l'animal avec un étourdissement réversible. Un étourdissement réversible, c'est le fait que cet étourdissement ne provoque pas nécessairement la mort et que donc l'animal puisse revenir à sa condition première. Concrètement, par rapport aux différents modes, d'étourdissement, je dirais passer un courant électrique, c'est réversible. Mettre un coup percer la boîte crânienne avec une perceuse, c'est pas réversible. Donc, si vous voulez, ça permet d'agir sur la cruauté de certains modes d'étourdissement. Cinquième proposition, préserver et maintenir l'élevage, l'activité économique et les traditions menacées. Ce texte de loi ne vise pas, et c'est un député rural qui le présente, ne vise pas demain à interdire la chasse, la pêche et un certain nombre d'activités économiques. Sur l'élevage, la philosophie de cette proposition de loi ne bouleverse pas les activités d'élevage, puisque vous avez un principe de détention de l'usufruit, donc avec également, donc je dirais, des règles, évidemment, par rapport aux 5 libertés dont on a parlé tout à l'heure. Le droit de pêche, le droit de chasse sont consacrés par ce texte de loi, sont reconnus, préservés, et on va aussi plus loin, puisque ce texte interdit la production de viande synthétique. Je le dis parce que j'ai fait passer un amendement à un dernier texte de loi pour interdire la viande synthétique la viande artificielle dans les cantines scolaires. Il faut être très clair. Il y a des gens qui s'attaquent à tout l'élevage, qu'il soit cruel ou pas pour les animaux, non pas parce qu'il s'agit de préserver les animaux, mais parce qu'il s'agit en réalité de tuer l'élevage pour nourrir une autre filière qui serait une création de viande artificielle. Et il est hors de question que les enfants de demain mangent de la viande de paillasse. Parce que on est ici sur des ruptures anthropologiques. De la même manière que la chasse vient du fond des âges, et que quelque part elle est moins hypocrite
que celui qui mange de la viande mais qui n'a pas de sang sur les mains parce qu'il n'a pas tué son animal. Ça rappelle, je dirais, que l'homme est né, enfin, l'homme est un prédateur qui se nourrit. Et bien, de la même manière, un humain qui demain s'émanciperait totalement en créant sa propre nourriture, indépendamment du règne de la nature, je ne pense pas que ça puisse aboutir à un homme plus protecteur de la nature. Si demain l'homme n'a plus aucune symbiose avec l'animal, eh bien, on assistera sans doute là aussi à des ruptures de comportement. Je rappelle d'ailleurs que dans le règne animal, c'est la loi. Les fourmis élèvent des pucerons, pour le plus grand d'ailleurs bonheur des pucerons, parce qu'ils se multiplient. De la même manière que l'homme a élevé le cheval, que s'il n'avait pas élevé le cheval aurait peut-être disparu à l'état sauvage. 6e point, création d'un fonds d'indemnisation au bénéfice des chiens d'assistance. C'est un vrai impensé aujourd'hui de notre statut, je dirais, sur les animaux. Les chiens aveugles, les animaux qui sont employés pour l'assistance de personnes en situation de handicap de manière plus large. Tous ceux qui sont employés par les forces de police, de gendarmerie, les militaires, les sapeurs-pompiers, tous ces animaux aujourd'hui, lorsqu'ils arrivent en âge, on va dire, de quitter le service, eh bien, on n'a pas de place pour eux. Personne ne veut adopter un vieux chien de pompier. Alors, des fois, il y a un pompier qui se dévoue, mais c'est compliqué. Et donc, il faut prévoir un régime pour eux. Et donc, on prévoit ici un versement monétaire mensuel après leur retrait du service, avec la création d'un fonds de protection des animaux d'assistance, qui serait un établissement public national à caractère administratif, donc qui serait nouvellement constitué, et qui serait financé par un système de contribution dû par l'usufruitier de l'animal d'assistance. En d'autres termes, vous êtes une caserne de pompiers, vous avez des chiens, vous cotisez, entre guillemets, vous versez à cette caisse, et ainsi, eh bien, ça permettra peut-être de payer, de rémunérer un foyer demain pour accepter ce chien parmi eux. Parce que, quelque part, ce sont des chiens ou des animaux, de manière générale, qui assurent des missions de service public, et donc, ils ont droit aussi à, quelque part, avoir une fin de vie, je dirais, sans euthanasie précoce. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction sur cette proposition de loi visant à la création du premier code de bien-être animal en France. Et je me tiens à votre disposition si vous avez des questions qui seront plus ou moins intenses suivant que vous êtes arrivé au tout début ou au milieu. Alors j'ai une petite question, notamment en fait sur la notion d'usufruit et la notion d'animal d'espèce associée. Est-ce que vous avez véritablement, on va dire, scanné toutes les problématiques en fait que telle modification peut générer? Vous avez pris l'exemple du foie gras, qui effectivement vient tout de suite à l'esprit, mais imaginons en fait d'autres productions. Je ne sais pas, par exemple les chapons. Là c'est la période des fêtes. Est-ce que ça rentrerait dans votre logique? Oui. En fait, sur les animaux d'espèces associées, quels sont, je dirais, les droits et les devoirs liés à l'usufruit? Bon, vous avez une nécessité, c'est un certificat de capacité, propre, je dirais, aux animaux d'espèces associées. Deuxièmement, l'interdiction des sévices. Alors, il y a un cas particulier, vous savez, pour les traductions locales interrompues qui ne bougent pas, je le laisse dans la loi. Je pense notamment au corrida, etc., qui n'est pas le sujet. Mais pour ce qui concerne les chapons, vous devez respecter les 5 libertés. Et donc, vous n'avez pas le droit de les élever comme vous le souhaitez. Non, vous n'avez pas le droit de mettre des chapons serrés les uns contre les autres avec des tubulures qui viendraient les nourrir. Il y a une problématique d'intégrité de l'animal. Attendez. Et troisièmement, vous avez un droit de prélèvement de la production, d'accord, qui est la conséquence du respect de ces 5 libertés. Ça veut dire qu'effectivement, si vous castrez un animal pour les besoins d'une activité économique, c'est permis, à condition que cette castration se fasse, je dirais, sans sévices particuliers. Vous devez vous assurer que l'animal ne souffre pas au moment de cette opération, ou en tout cas que sa souffrance soit tolérable. Bonjour. Dans le cadre du foie gras, vous dites que ça ne doit pas s'accompagner de cruauté. C'est le mot que vous avez employé, souffrance, je ne sais plus. Ça, c'est très subjectif. Enfin, je veux dire, les producteurs de foie gras estiment que non, leurs animaux ne souffrent pas, et les opposants
son place réflexion de la souffrance? Alors, d'abord, j'en ai un peu parlé dans ma présentation. D'abord, Non, je sais. Mais en ne racontant pas déjà n'importe quoi, comme le font certains écologistes. L'oiseau, enfin l'oie et le canard se suralimentent à l'état naturel. Donc ils produisent du foie gras à l'état naturel. C'est leur nature. C'est leur nature parce que ce sont des migrateurs et donc ce sont des oiseaux qui stockent. Ils savent stocker. Deuxièmement, je dirais, lorsque vous gavez une oie à la main, elle ne souffre pas. Hein, d'accord ? Parce que ce sont des animaux qui aiment manger. Bon. Là où l'animal souffre, c'est quand vous mettez dans des élevages industriels des tubes et que vous la gavez en continu sous pression, ou pour le canard, lorsque vous le mettez sur des grilles où il est dans une situation d'inconfort, parce que ça fait très mal aux pattes, parce qu'en fait, comme j'ai expliqué, le canard défèque beaucoup. Donc on les met sur des grilles, donc les pattes souffrent, et deuxièmement, on les presse les uns contre les autres, alors que le canard a besoin d'espace. Il ne supporte pas, si vous voulez, d'être collé contre ses congénères. Et voilà. Et donc là, effectivement, vous avez, je dirais, vous rentrez dans les 5 libertés. Et donc, plutôt, si vous voulez, que d'aller vers l'interdiction du foie gras, dont 73% des Français d'ailleurs consomment la production, ce qu'il faut combattre, c'est une forme d'élevage hyper intensif, extensif, intensif industriel, qui, en réalité, maltraite l'animal. Mais je vous dis, même si on interdisait le gavage, même à la main, qui n'a aucun sujet avec la souffrance, on aurait du foie gras. Simplement, on en aurait moins. Donc moi, si vous voulez, ma position, ce serait plutôt de dire, le gavage à la main, oui. Le gavage industriel, tant qu'il respecte un certain nombre de règles d'espacement des animaux et modulo, je dirais, le mode de gavage par pression, oui, mais par contre, certaines pratiques, non. En plus, on n'en a pas besoin. Je veux dire, on peut très bien manger du foie gras de manière naturelle et on ne s'en portera pas plus mal. Moi, du coup, j'avais une question. Je vois qu'il y a une partie sur le transport des animaux. C'est un sujet qui est en pleine mouvance. Il y a pas mal de discussions en ce moment, que ce soit côté Paris et côté Bruxelles aussi. Pour vous, c'est quoi les priorités sur ce sujet? Sur le transport des animaux, c'est un sujet pour lequel on a des... Alors, je l'avais étudié par exemple pour les circassiens. Vous avez des études contradictoires. Il y avait eu des tests de stress qui avaient été faits sur des animaux après un long trajet de cirque et qui montraient, c'est un reportage d'ailleurs qui a été fait en Allemagne, qui montrait en fait que je ne sais plus avec quelle hormone ils mesuraient le stress, mais qui montrait qu'il n'y avait pas de choc particulier pour l'animal. Bon. Là encore, sur le transport des animaux, alors, si ce sont notamment des animaux d'espèces associées, vous devez faire en sorte que ce transport se fasse dans des conditions respectueuses de l'animal et proportionnelles d'ailleurs au trajet qui est parcouru. Considérer que tout transport en soi d'un animal est mauvais, je vous dis attention. Attention. Est-on certain que tous les Français qui ont un chien, lorsqu'ils partent en vacances et qu'ils font 6 heures de route pour rejoindre leur grand-mère, transportent ce chien dans des conditions parfaitement respectueuses, je dirais, de l'état de l'animal? Quand c'est un husky et qu'on est en août, attention. Quand vous avez les courses hippiques, vous avez des chevaux qui sont transportés. On n'en parle pas. Donc il faut bien faire attention. C'est-à-dire que quand on décrète que le transport d'animal peut être dangereux, par exemple, moi j'ai la transhumance en Provence. Donc on monte les brebis dans les alpages et des fois on les redescend, si vous voulez, par camion. Donc si on me dit demain, tout transport fait du mal à l'animal, je dis attention. Allez, si on va au bout des choses. Hein. Donc on voit bien que, comme pour le foie gras, comme pour beaucoup d'autres, je dirais, sujets qui concernent l'animal, la question n'est pas tant ce que vous faites avec l'animal, mais les conditions dans lesquelles vous le faites. Voilà. Et je crois que si on ne tombe pas dans l'idéologie, et que on prend des capteurs simples, on doit pouvoir permettre à ces activités économiques d'exister. Le risque étant que, sinon, on vitrifie une grande partie de notre activité économique, et puis ensuite, ce sera une grande partie de nos traditions. Parce que derrière, il y a quand même, vous prenez les courses hippiques,
derrière, il y a quand même le PMU, un certain nombre d'hippodromes. J'en ai un dans ma circonscription. Donc voilà, et je crois que c'est pour ça qu'il y a un équilibre à avoir là-dessus. Est-ce que cette proposition de loi est aussi une manière en fait pour la droite et singulièrement pour LR en fait de poser un pied en fait sur un sujet qui est très porteur électoralement et qui n'était pour le coup pas encore investi par votre parti? Alors oui et non. Oui, c'est vrai que c'est un sujet qui correspond, je dirais, parle notamment à 2% des gens, puisque vous avez 2% des gens qui sont prêts à voter uniquement sur cette thématique-là. Donc quand vous faites de la politique et que vous voulez rassembler le plus grand nombre de gens, il faut aussi aller sur des sujets qui les intéressent. Non, parce que, en réalité, ce que j'essaye de faire ici, c'est de montrer, de fournir, comme je l'avais fait pour le livret sur l'écologie humaniste, une alternative à l'écologie, à l'écologisme. Voilà, à l'écologisme du foie gras et du sapin de Noël, à l'écologisme de l'interdiction, à l'agro-bashing. Et je le fais, si vous voulez, non pas sur un mode défensif, en disant, grosso modo, la droite, ça a toujours été comme ça, et donc, tout ce que vous dites est faux, et donc il est hors de question de bouger d'un iota, qui aurait pu, mais qui n'a aucun intérêt. Moi, je propose des ruptures conceptuelles pour aller au bout des choses. Parce que le combat sur l'antispécisme, il débute aujourd'hui. Il faut être très clair. Il y aura deux sortes de positions par rapport à ça. Ceux qui considèrent que l'animal est un homme comme les autres et qui en fait ne veulent pas le bien-être animal mais l'abolitionnisme, c'est un courant radical, je dirais, de cette pensée. Et il faut bien que tous les gens qui ont un animal de compagnie réalisent ce que ça veut dire. Aujourd'hui, on parle des cirques, mais demain, c'est votre animal de compagnie. On vient, mais monsieur, si vous le tenez, ou madame, si vous le tenez en laisse, mais attention, il a les mêmes droits que vous. Si on va au bout de la logique, ils sont pour la libération. Et pourquoi est-ce que je le combats? Mais parce que c'est une incompréhension totale de la manière dont l'humain s'est constitué par rapport à l'animal. Je vous donne un exemple. Savez-vous combien il y a de porcs en France? 13 millions. 13 millions de porcs. Donc demain, je libère le porc. On ne va pas le tuer puisqu'on aime les animaux. Le porc est un animal omnivore. Il fait 2 à 3 portées par an, une truie. De 7 à 8 porcelets. Je peux vous assurer qu'au bout de 5 ans, vous vous battrez dans les cultures avec les porcelets pour votre nourriture parce que nous avons exactement la même alimentation. Donc, tous les espèces de fantasmes sur la libération de l'animal, ça ne peut conduire qu'à de très grandes frustrations. Donc cette porte, elle est fermée. Une fois qu'on a fermé cette porte, il y a la question du bien-être. Et il faut ouvrir les yeux. On ne peut pas dire que lorsque L214, même si leurs méthodes sont profondément illégitimes, ne montrent pas quand même une réalité qui choque. Moi, les vaches à hublot, les choses comme ça, ce n'est pas ce que j'attends, je dirais, de la relation homme-animal. Et donc, on doit poser ceci. Et si la meilleure manière de ne pas considérer l'animal comme une personne et de ne pas revenir à une forme de statut bâtard, c'est de considérer qu'il est à part, il a son code, et on n'en est pas propriétaire. Ce qui, de facto, philosophiquement, dans la manière dont on appréhende l'animal, quand on va offrir un chaton à une petite fille, on ne va pas lui dire « tu es propriétaire du chaton, tu en as l'usufruit ». Ça veut dire quoi l'usufruit? Ça veut dire que tu peux jouir de sa compagnie, mais que tu n'as pas de droit de vie et de mort sur ce chaton comme bon te semble. Et c'est une éducation de la pensée voilà. Donc c'est en réalité, ce texte se veut, je dirais, une réponse idéologique, pragmatique aussi, et alternative, de manière à fournir une grille d'analyse qui nous permettra de répondre à tous les Khmers verts et les ayatollahs qui s'attaquent à des points divers, je dirais, de la protection des animaux. Moi, je l'ai vécu dans mon département où il y avait une chasse très méconnue et je ne suis jamais arrivé en fait, à expliquer aux gens parce qu'en fait, elle était tellement méconnue, ce qu'on appelle la chasse à la glu. Et j'avais en face de moi des écologistes qui m'expliquaient ce que c'était la chasse à la glu, mais en fait, ils ne savaient pas. Voilà. Et comme on est dans des univers où, au lieu d'aller faire des fouilles, on recopie ce que dit le voisin, on croit savoir,
Là, on a interdit une pratique, de manière très symbolique, qui concernait quelques milliers de personnes, qui étaient en plus en train de disparaître. Voilà. Et on a enlevé, je vous dis, à des ruraux qui ne faisaient du mal à personne, pour sacrifier, pour, je dirais, faire plaisir à quelques lobbies et justifier qu'il y avait une politique écologiste. C'est pas très ambitieux. Oui. À propos de la viande de synthèse, est-ce que vous n'avez pas peur que cette idée-là se heurte à un principe constitutionnel de liberté de l'entreprise? Ah ben, la liberté de la recherche, on a le droit. Ah non, je ne parle pas de la recherche, Oui. je parle de l'entreprise. Mais demain, toute production n'est pas permise en France. Moi, demain, par exemple, si je veux faire du cannabis, avec des grands champs de cannabis, je ne pourrais pas invoquer la Constitution pour dire... Parce que, en réalité, c'est la proportionnalité, c'est de savoir, par rapport à la liberté d'entreprendre, quand vous prenez la jurisprudence, c'est est-ce que l'interdiction est, je dirais, proportionnée par rapport à la liberté d'entreprendre. Là, dans le cas d'espèce, je crois, si vous voulez, que c'est proportionné. Parce que d'abord, derrière, c'est tout l'élevage qui peut s'effondrer. Je veux dire, qu'on soit très clair. Hein. Le jour où chez Lidl, vous avez de la viande de cochon synthétique à 1 € le kilo, ou de la viande réelle de cochon quelques euros plus cher, les gens achèteront de la viande synthétique parce qu'ils n'ont pas le choix. Vous avez une partie de la population qui n'a pas le choix. Voilà. Donc moi, je ne veux pas qu'ils fassent ce choix. Moi, je veux que les enfants des classes populaires et modestes puissent manger de la vraie viande. Voilà. Et c'est assumé, c'est une croisade contre un mode de vie qui ne me correspond pas et qui est exactement d'ailleurs le même que ce qu'on voit sur le gavage des eaux industrielles. L'industrie a amené beaucoup de choses. Elle permet effectivement de systématiser des process. Elle a permis de nourrir le plus grand nombre. Elle a permis d'avoir une industrie agroalimentaire, mais elle ne doit pas aller trop loin au point de remonter la filière et de cannibaliser l'agriculture en elle-même. Et je trouve toujours d'ailleurs étrange que ce soit les mêmes qui aient interdit les OGM et qui aujourd'hui vous vendent de la viande artificielle. Je me dis, c'est quand même bizarre. Du coup, plus globalement sur ce texte, comment vous voyez son avenir dans un temps imparti qui est quand même très arrêté d'ici la fin de la mandature? Ce texte ne sera pas adopté, scoop, avant la fin de la mandature, parce qu'il n'y a plus de niche, etc. Et d'ailleurs, ce n'est pas sa vocation. Sa vocation, c'est d'abord de servir de matrice à ma famille politique, à l'aube d'une campagne présidentielle, pour lequel l'animal sera un des sujets. En tant que président d'Oser la France, nous avions travaillé sur quelques sujets. La relation de l'Europe, à l'Europe et la norme, la souveraineté avec l'industrie, la question de l'islam et la question de l'écologie. Quand vous regardez comment parle le débat présidentiel, on s'aperçoit quand même qu'on tourne quand même beaucoup. Et je suis persuadé que le sujet de l'animal, parce qu'il touche en réalité à la fois au quotidien des Français, quelque chose où il y a un sentiment affectif très fort, à des activités économiques, et parce que fondamentalement c'est une rupture anthropologique par rapport à l'animal-machine, par rapport à Descartes. Ce sont des siècles de pensée occidentale qui sont remis en cause. Donc on ne peut pas penser que cette remise en cause va se faire comme si rien n'était. Voilà. Parce qu'il y a aussi un hiatus profond entre le rural et l'urbain. Le rural où on est resté à côté des animaux sur un mode de vie traditionnel et l'urbain où on croit connaître la manière dont cette symbiose se fait. Voilà. Donc je crois, si vous voulez, que ce sera un des sujets. Et on ne peut pas l'aborder en disant, la droite, nous, on est pour le foie gras, les sapins de Noël. De la même manière, je trouve que l'écologie disant, nous, l'écologie, c'est interdire les sapins de Noël et le foie gras, je trouve que si vous voulez, c'est un peu limité. En tout cas, ce n'est pas à ce niveau-là que je souhaite que le débat se fasse. Et donc, évidemment, ces éléments seront transmis à notre candidate Valérie Pécresse pour enrichir. Hein. Peut-être que tout ne sera pas repris, mais en tout cas, on ne pourra pas dire, comme je le lis parfois, la droite ne pense pas l'écologie, ne pense pas l'animal. Pour ceux qui ont déjà lu le livret sur l'écologie humaniste, où d'ailleurs je parlais de la relation à l'animal, mais où je n'allais pas aussi loin, je dirais, dans la réflexion. Vous considérez que c'est une forme de rupture politique, en fait, pour votre camp sur ces questions-là, en fait, que vous êtes en train d'avancer? Effectivement, le fait, si vous voulez, de placer l'animal hors de la chose et hors de la personne de manière très franche, le fait de dire il n'y a plus de propriété mais il y a un usufruit, c'est, je dirais, une avancée
vers tous ceux qui disent on ne peut pas rester ultra conservateur sur ce qui existe déjà. Mais les éleveurs, les chasseurs, tous ceux qui aujourd'hui se sentent agressés quotidiennement, je pense, parce que ça vient, si vous voulez, de quelqu'un qui les protège au quotidien, je pense, si vous voulez, que cette avancée, moi, je peux la porter en leur disant, c'est pas fait contre vous. C'est fait justement pour aller au maximum de ce qu'on doit faire et pour ne pas avoir le pas d'après qui est de dire que l'animal est un homme comme les autres.